Dans ce monde, il existe un nombre incalculable de choses que l'on pourrait qualifier de pas cool. Des choses telles que les guerres, les famines, la pollution, les meurtres, les pizzas à l'ananas, etc., etc. Mais si l'on prend un peu de recul sur tout ça, la vie des humains n'a jamais été aussi agréable, et nous pouvons profiter d'innovations dont nos ancêtres n'auraient même pas pu rêver. Ainsi, à part quelques événements spécifiques, plus vous remontez dans le temps, plus la vie semblait difficile pour nos ancêtres. Encore plus si l'on prend en compte les autres espèces du genre humain. C'est peut-être pour cela que les terribles ères glaciaires créèrent de véritables forces de la nature, telles Néandertal. Comme dit le proverbe, les temps difficiles créent des hommes forts, et nos proches cousins possédaient des caractéristiques qui, selon nos standards, faisaient d'eux des super-humains. Et ce fut leur robustesse qui rendit ces humains aussi populaires, étant les maîtres de l'âge de glace. Mais dans tout ça, on oublie souvent une autre espèce qui endura ces terribles conditions. Des humains qui, à leur manière, étaient aussi des créatures extrêmement résilientes et qui vécurent aux côtés des Néandertaliens. Le plus surprenant dans tout ça est qu'il ne s'agissait pas d'une espèce obscure et peu connue, comme Naledi dit, car les humains dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est nous, Homo sapiens. Enfin, pas tout à fait, car je parle plus spécifiquement des Cro-Magnons, une population bien spécifique qui aurait été les tout premiers sapiens à avoir colonisé l'Europe, étant arrivés il y a approximativement 56 800 ans à la fin du Pléistocène. Leur découverte remonte à 1868 en France, quand des scientifiques découvrirent au sein de la caverne Cro-Magnon, en Dordogne, des ossements humains. À l'époque, ces chercheurs crurent avoir découvert une nouvelle espèce bien distincte, ceci en se basant sur quelques différences anatomiques avec nous. Cependant, ces squelettes étaient quasiment identiques à celui de l'homme moderne, et ces spécimens ont été reclassifiés comme de simples anciens Homo sapiens européens. Les chercheurs arrivèrent à cette conclusion grâce à l'holotype, qui possédait un crâne similaire au nôtre, une position debout, un visage plat, une arcade sourcilière peu proéminente et un joli petit menton. Des traits qui, surprise surprise, sont présents chez vous et moi. Au fur et à mesure des nouvelles découvertes, il devint apparent que leur anatomie était similaire à la nôtre. Donc si vous vous baladiez en Europe durant l'âge de glace, eh bien déjà bon courage, et vous auriez sans doute beaucoup de mal à différencier un Cro-Magnon d'un de vos contemporains, contrairement à Néandertal, qui lui était tout à fait unique et bien différent de nous. Mais là où ça devient intéressant, c'est quant au fait que Cro-Magnon n'était pas vraiment comme nous non plus. Après un rapide coup d'œil, vous pourriez remarquer 2-3 choses étranges les concernant. La plus évidente serait leur carrure, car les Cro-Magnons étaient vraiment bâtis comme des bêtes. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle les scientifiques ont d'abord cru avoir découvert une nouvelle espèce. Ce furent les premiers Cro-Magnons en particulier qui étaient littéralement bâtis comme des gigachads. En effet, ces spécimens étaient de véritables géants pour l'époque. Les ossements découverts indiquent une taille moyenne équivalente aux Européens actuels, avec des femmes d'1,63 m et des hommes d'1,75 m. Par conséquent, ils étaient plus grands que la moyenne mondiale actuelle. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point cette découverte est folle, car les humains aujourd'hui n'ont jamais été aussi grands, ceci notamment grâce à une alimentation riche et diversifiée. Et si l'on compare Cro-Magnon aux autres humains de l'époque, ces différences devinrent encore plus impressionnantes. Et ce n'est pas fini, car certains étaient encore plus grands, avec par exemple le cas d'une population en Europe de l'Est, avec des hommes adultes entre 1,78 m et 1,88 m de haut. Si l'on considérait ce groupe humain comme un pays, eh bien il s'agirait du peuple le plus grand du monde encore aujourd'hui. Encore pire, les plus grands spécimens découverts auraient atteint les 1,91 m, soit plus grand qu'un joueur moyen de football américain. Et ces géants étaient de grands gaillards, car bien que leur squelette soit similaire au nôtre, les Cro-Magnons étaient bien plus robustes, avec des os plus larges, épais et denses. Tous les os du corps semblaient suivre cette tendance, mais les membres inférieurs et les épaules semblaient encore plus renforcés que le reste. Par exemple, les clavicules d'un Cro-Magnon moyen auraient mesuré dans les 19 cm, soit un quart plus long que la moyenne globale actuelle. Ceci aurait donné plus de flexibilité et de puissance à leurs bras, leur permettant d'utiliser toute une variété d'armes en tout genre, que nous verrons plus tard. Ces articulations renforcées semblent indiquer que ces sapiens préhistoriques étaient incroyablement musclés par rapport à nos standards actuels. Un papier affirme notamment que si l'on compare un Cro-Magnon à un humain moderne, à taille égale, la version préhistorique serait 20% plus lourde et aurait un plus haut pourcentage de masse maigre.
Ceci peut sembler un peu excessif de nos jours, mais il ne faut pas oublier que l'Europe préhistorique était purement cauchemardesque. En effet, de nombreux fossiles indiquent que ces individus devaient encaisser nombre de blessures particulièrement graves. Par exemple, juste dans la grotte de Cro-Magnon, on retrouva de nombreux spécimens avec des signes d'infection grave ou des vertèbres partiellement fusionnées au niveau du cou, ce qui serait le résultat de chocs extrêmement violents. Outre cela, une femme semble avoir enduré une importante fracture du crâne, mais vécut encore de nombreuses années car son crâne refusionna. Même le tout premier spécimen découvert, Cro-Magnon 1, connut une vie particulièrement désagréable. Son crâne était recouvert de cicatrices, ceci probablement causé par une maladie génétique grave, créant kystes et tumeurs. Et pourtant, ce spécimen arriva à l'âge adulte, atteignant d'ailleurs un âge assez avancé pour l'époque. Après, pour être considéré comme vieux, ce n'était pas comme aujourd'hui, car ces humains atteignaient rarement les 40 ans. Ce qui est étrangement similaire à Néandertal d'ailleurs, une espèce pourtant connue pour avoir chassé de manière extrêmement brutale. Néanmoins, il n'est pas étonnant que dans ce monde glacial et infesté de prédateurs, la vie n'avait rien d'une partie de plaisir. Mais outre la survie, le corps robuste des Cro-Magnons leur permit aussi de se frayer un chemin au sein de terrains difficiles et de chasser des proies de grande taille. En effet, des marques typiques retrouvées sur des os et des bois indiquent que ces sapiens préhistoriques chassaient beaucoup d'animaux de la mégafaune européenne, tels que des chevaux, cervidés, bisons, aurochs, bouquetins et occasionnellement des mammouths laineux, des animaux qui n'avaient rien de trop facile. De plus, nous avons plusieurs carcasses congelées montrant des signes de blessures ante- et post-mortem causés par des humains, ce qui confirme que Cro-Magnon était un puissant chasseur. Et même les autres prédateurs de leur environnement, tels que divers félins, hyènes et ours, auraient aussi été victimes de ces hommes préhistoriques, ceux-ci tués à l'aide de lances à pointe de pierre ou d'os. Mais leur arsenal n'était pas juste composé de lances, car comme aujourd'hui, ces humains étaient particulièrement imaginatifs pour ce qui est de créer des armes. Ils ont ainsi utilisé de nombreuses armes différentes à distance et au corps à corps, telles que des propulseurs, javelots, massues, lames, filets, boomerangs et possiblement des arcs primitifs. Mais là où brille leur ingéniosité, c'est avec la diversité de sous-catégories et de customisation de ces armes, certaines avec des pointes plus ou moins longues ou avec des barbelures par exemple. Malheureusement, ces armes n'étaient pas juste destinées aux animaux, car tout comme aujourd'hui, les Cro-Magnons étaient pour certains d'authentiques meurtriers. Vous vous souvenez de cette fracture à la tête vue plus tôt ? Eh bien il se trouve que les blessures de ce genre étaient assez communes et probablement d'origine humaine. L'un des exemples les plus représentatifs est celui de Cro-Magnon 2, un spécimen vieux de 30 000 ans qui subit une terrible blessure au niveau du visage. En se basant sur la forme de celle-ci, il semble qu'elle aurait été causée par une sorte d'épaisse lame en pierre. Bien qu'il ne mourût pas sur le champ, ce coup signa son arrêt de mort, car la blessure n'a jamais guéri et la puissance de l'impact aurait entraîné une hémorragie interne dans le cerveau. De nombreux autres crânes endommagés furent découverts, ce qui signifie que les attaquants avaient tendance à plutôt viser la tête. Après, pour ce qui est de tuer, tous les moyens sont bons, tel que l'atteste le spécimen Sungir 1 qui fut retrouvé avec des vertèbres thoraciques endommagées, signifiant l'arrêt de l'influx nerveux dans le bas du corps. L'âge de glace était une période très rude, et ces meurtres et combats devaient être monnaie courante, ayant lieu à cause du manque de ressources, de la défense d'un territoire, ou encore du droit à la reproduction. Or, je suis sûr que certains d'entre vous n'hésiteraient pas à se battre pour un peu de nourriture. Mais pour les Cro-Magnons, cela prenait une toute autre dimension, car dans certains cas, c'est eux qui auraient pu finir au barbecue. Cette idée provient de certains crânes découverts dans la grotte Gough en Angleterre, ceux-ci datant d'il y a 15 000 ans. Or, ces crânes auraient servi de bol. Charmant, n'est-ce pas ? Et l'horreur ne s'arrête pas là, car d'autres ossements découverts dans la même caverne montrent que les corps auraient été dépecés avec les organes, tendons et muscles méticuleusement découpés. Certains auraient aussi été rongés ou ouverts pour en dévorer la moelle. Mais le plus horrible dans tout ça fut que parmi les 3 victimes identifiées, 2 d'entre elles étaient des enfants. D'autres preuves de cette barbarie sont aussi visibles, non pas sur des victimes sapiens, mais sur nos proches cousins, les Néandertaliens, qui coexistèrent pendant des milliers d'années avec les Cro-Magnons. Les interactions entre sapiens et Néandertal est un sujet fascinant,
mais aussi très controversée, car cette espèce disparut peu de temps après l'arrivée des premiers sapiens en Europe. Ainsi, certains chercheurs affirment que de nombreux conflits auraient éclaté entre nos deux espèces, ce qui aurait potentiellement sonné la fin de nos robustes cousins. Bien que controversée, cette idée n'est pas sortie de nulle part, car Cro-Magnon serait le principal suspect d'un meurtre ayant été commis il y a 50 000 ans sur un néandertalien. Ce pauvre gars fut découvert avec une très vilaine blessure aux côtes, causée sans doute par une pointe en pierre, le tuant assez vite. Pas grand chose à se mettre sous la dent, mais en se basant sur l'angle de la blessure et la force de frappe, il semble que cela soit le fait d'une arme de jet. Là où ça devient intéressant, c'est qu'à l'épisode précédent, nous avons vu que Néandertal était plutôt adepte du corps à corps, plus habitué à cogner et planter que lancer. Cro-Magnon, quant à lui, était bien mieux adapté pour cela, notamment grâce à ses épaules caractéristiques. Donc il semble bien plus probable que ce néandertalien ait été tué par un sapiens plutôt que par un congénère. Ce meurtre semble démontrer l'avantage qu'aurait eu Cro-Magnon sur ses cousins grâce aux armes de jet. Un avantage qui, à terme, lui aurait permis de dominer l'Europe, et ce malgré un corps plus fragile que les néandertaliens. De plus, il semble que nos cousins furent aussi au menu. Une mâchoire de Néandertal fut découverte portant des marques similaires à celles visibles sur des os de cerf dépecés par des Cro-Magnons. Et ceci avec une technique et une précision presque identiques. Ce qui semble indiquer que le propriétaire de cette mâchoire fut éventuellement dévoré par des sapiens. Bon après, ce n'est qu'une hypothèse, car ce morceau de mâchoire aurait aussi pu être un trophée plutôt que le reste d'un repas, ce qui n'est pas forcément plus sympathique d'ailleurs. Aussi, bien que ces marques soient d'origine humaine, il est possible que ce ne soit pas du fait de sapiens, ou alors que ce spécimen était déjà mort bien avant. Qui sait? Bref, nous ne saurons sans doute jamais le fin fond de cette histoire, mais elle titille la curiosité des chercheurs. Bien que ces deux espèces dussent parfois se battre, leurs interactions étaient parfois, disons, plus agréables. Car en se basant sur des preuves ADN, il est certain que des néandertaliens et des sapiens se sont reproduits ensemble. Plus particulièrement les premiers Cro-Magnons, tels que l'atteste un spécimen de 40 000 ans nommé OAS-1, qui aurait été 9% néandertalien. Grosso modo, ceci signifie qu'un de ses grands-parents était un néandertal pure souche. Ce haut taux d'ADN néandertalien amena certains à penser que les anciens Cro-Magnons possédaient des caractéristiques aussi visibles chez nos cousins. En effet, certains spécimens avaient une boîte crânienne plus aplatie et l'os occipital un peu plus en arrière, des traits typiques des Néandertals. Au cours des millénaires, ces traits s'estompèrent, ceux-ci devenant progressivement de moins en moins robustes. Ces changements dateraient du dernier maximum glaciaire, un événement si brutal qu'il causa une perte d'habitat majeure pour les Cro-Magnons, éradiquant même certaines populations. Cela dit, ces anciens sapiens européens gardèrent certains traits typiques, tels que leur mâchoire proéminente et leur grosse tête. Leur crâne plus large était pourvu de dents plus grosses, un avantage leur permettant de mieux mâcher la viande et les aliments coriaces, qui, outre le gibier, incluaient divers noix, graines et racines. Outre leurs dents, leur tête abritait quelque chose de bien plus intéressant, leur cerveau. Ce qui est perturbant chez Cro-Magnon est la taille de celui-ci, étant significativement plus gros que le nôtre, voire même comparable en taille à ceux des Néandertaliens, avec un volume d'à peu près 1514 cm3 contre 1350 de nos jours. Un facteur pouvant expliquer cela serait la taille de leur lobe occipital et frontal, étant plus développée que chez les humains actuels. Or, ces aires cérébrales coordonnent de très nombreuses fonctions de notre corps. Mais malheureusement, nous n'avons aucune idée d'à quel point cela impactait leur comportement par rapport à nous. En tout cas, il est plus que probable qu'ils avaient un niveau d'intelligence comparable au nôtre. En effet, 5 cultures bien distinctes se seraient succédé: l'Aurignacien, le Gravétien, le Solutréen, le Badégoulien et le Magdalénien. À travers les époques, ces hommes préhistoriques développèrent des technologies de plus en plus avancées, reflétées notamment par les armes vues plus tôt. Mais pas que. Car oui, ce n'est pas forcément ce que vous créez qui compte, mais comment vous l'utilisez. Nos amis Cro-Magnons surent dompter leur environnement, notamment en planifiant des parties de chasse massives grâce aux migrations de la mégafaune. Ils auraient pu utiliser certains corridors et passages étroits pour acculer et tuer de nombreux grands animaux sans trop de difficultés. Et quand le gibier se faisait rare,
ils apprirent à pêcher efficacement, amenant à une assez grande consommation de poissons. Certaines populations auraient aussi pu voyager aux côtés des grands troupeaux d'herbivores, et quand ils avaient besoin de viande, ils n'avaient qu'à se servir. Les plantes aussi sont un excellent indicateur sur leur niveau d'intelligence, car les Cro-Magnons auraient appris à reconnaître et consommer une grande diversité de végétaux, incluant au moins 150 types de graines, de fruits et de noix différentes. Mais l'un de ces exploits les plus remarquables serait la domestication du chien. De nombreux chiens préhistoriques furent retrouvés aux côtés des Cro-Magnons. Le plus vieux spécimen datant de 35 000 ans est retrouvé en Belgique. Un autre exemple est un chien datant de 15 000 ans, celui-ci enterré aux côtés d'un homme et d'une femme. Un bon indicateur que ces toutous préhistoriques jouèrent un rôle vital dans la société des Cro-Magnons, peut-être pour la chasse, les fourrures ou la défense du camp. En parlant de campement, Cro-Magnons s'abritaient aussi bien dans des grottes que dans les milieux ouverts. Ils construisaient notamment de larges huttes faites d'os de mammouth et de bois, recouverts de végétaux et de peaux de bêtes, créant des habitations assez bien isolées. Celles-ci comportaient souvent un âtre ainsi qu'un petit atelier, car il faut bien s'occuper durant les froides nuits d'hiver. Mais ceci était défini par la taille de la hutte, et souvent elle n'aurait servi qu'à dormir et s'abriter. Ces palaces préhistoriques étaient essentiels pour la survie, car ils permirent d'endurer les terribles conditions climatiques de l'âge de glace. Ainsi, les Cro-Magnons inventèrent les premières ébauches d'un vrai village, celui-ci souvent subdivisé en plusieurs zones, telles que des bûchers, cuisines, aires de repos, boucheries, etc. Il existe quelques indices montrant que certaines populations auraient pu construire plusieurs campements et naviguer entre eux selon la saison, leur permettant de profiter au maximum de ce que la nature avait à leur offrir. Grâce aux nombreux squelettes découverts, les paléoanthropologues pensent que ces campements pouvaient tout de même compter plusieurs dizaines d'individus, formant des petites communautés très efficaces. Et même s'il n'y avait pas grand monde avec qui discuter au camp, vous auriez pu dire bonjour à vos voisins. En effet, ces petits villages préhistoriques semblaient souvent interagir entre eux, notamment grâce au commerce. Et je ne parle pas de simples petits échanges de ressources entre tribus voisines, mais parfois de véritables routes commerciales à travers des centaines de kilomètres, avec des matériaux parfois découverts à plus de 200 km de leur lieu d'origine. Ces matériaux particuliers variaient grandement en termes d'usage, mais il semblait que certaines populations dépendaient du commerce pour les acquérir et péricliteraient sans eux. Ceci fut exacerbé lors du dernier maximum glaciaire, il y a 26 000 ans, où la raréfaction des ressources aurait induit une plus grande dépendance à l'échange entre communautés. Le commerce montre aussi que même si le monde devint littéralement un enfer de glace, les humains continuèrent à prospérer, mais aussi à profiter des petits plaisirs de la vie. En effet, des restes d'œuvres d'art, de vêtements ornementés et même de bijoux furent retrouvés sur de nombreux sites archéologiques du Paléolithique. L'art en particulier semble avoir eu un rôle majeur chez les communautés de Cro-Magnons, y compris sur leur propre corps. Ils auraient utilisé de nombreux pigments, principalement faits d'ocre, pour décorer leur torse, visage et membres, soit pour s'embellir, soit à des fins religieuses. Il a été proposé que de nombreuses figures différentes aient été utilisées, allant de simples points à des figures bestiales ou humaines. Les tatouages, scarifications et piercings primitifs auraient aussi pu être présents, mais sans doute assez rares à cause des risques d'infection. Et bien sûr, on ne peut pas parler du Paléolithique sans mentionner les fameuses peintures rupestres. Car en effet, on retrouva de nombreuses œuvres d'art disséminées dans les grottes d'Europe, avec notamment celle de la fameuse grotte de Chauvet. Parmi ces différentes peintures, les représentations d'animaux semblaient être le sujet le plus répandu, avec de multiples exemples de lions, cerfs, mammouths, chevaux, aurochs et bisons. Mais aussi quelques rares représentations d'animaux hybrides avec des membres humains. D'ailleurs, en parlant de membres humains, eh bien disons que tout comme aujourd'hui, les Cro-Magnons étaient fascinés par certaines parties du corps. Avez-vous déjà entendu parler des Vénus ? Eh bien oui, elles furent créées par les Cro-Magnons, et ils en produisirent pendant des milliers d'années. Il existait aussi des statuettes plus masculines, mais je tiens à garder la monétisation, donc je vous laisse faire vos petites recherches. Et si sculpter des statuettes aux attributs disproportionnés ne vous intéressait pas, il y avait plein d'autres activités au camp, telles que la musique. Les Cro-Magnons n'auraient pas été les premiers humains à jouer de la musique, mais ce sont eux qui la magnifièrent. Tout comme les armes, ils inventèrent de nombreux instruments, tels que divers flûtes, sifflets, idiophones, tambours
et rhombes parmi tant d'autres. Tous ces instruments permirent aux musiciens préhistoriques de produire une grande diversité de sonorités différentes. Pour tout vous dire, leur technologie musicale était tellement complexe que les scientifiques pensent qu'un pan entier de l'histoire musicale de l'humanité a disparu dans les méandres de l'histoire. Pour eux, il est impossible que les Cro-Magnons aient pu développer des instruments aussi complexes en un si court laps de temps. D'ailleurs, pour les petits curieux, voici une reconstitution du son d'une flûte d'os préhistorique. Pas mal, hein? Pour résumer, on peut dire que ces hommes préhistoriques étaient... un peu comme nous au final. Ce qui nous amène à la question, mais où sont-ils passés? La réponse est toute simple, ils ne sont jamais partis, et ont continué à prospérer jusqu'à la fin du Pléistocène. Alors certes, le dernier maximum glaciaire les mit à genoux en diminuant les ressources et territoires habitables, mais ils finirent par se relever et gardèrent une fertilité assez élevée, ce qui permit de revenir à une grande population en quelques millénaires. Ce fut d'ailleurs cette capacité à se reproduire assez vite qui aurait aidé les Cro-Magnons à dominer l'Europe, là où les Néandertaliens périclitèrent en quelques milliers d'années. Ainsi, il y a 13 000 ans, leur nombre fut estimé à 70 000 à travers toute l'Europe. Ce qui semble très peu pour aujourd'hui, mais impressionnant pour un super prédateur préhistorique. Ainsi, contrairement à nos cousins plus anciens, les Cro-Magnons n'auraient pas vraiment disparu et furent plutôt absorbés par des populations venant de l'Est. Le Magdalénien, prenant place entre 17 000 et 12 000 ans avant notre ère, aurait été la dernière culture Cro-Magnon. Après ceci, l'ADN des Cro-Magnons se dilua, mais leurs descendants continuèrent à prospérer jusqu'au néolithique, tels que l'attestent des spécimens retrouvés en France et en Espagne. Certaines estimations proposent qu'entre 5 et 10% du génome des Européens actuels proviendrait d'eux. Bien qu'aujourd'hui nous n'ayons plus grand-chose en commun avec les Cro-Magnons, les Européens portent toujours en eux l'héritage de ce fameux homme des cavernes. Merci de votre attention et on se dit à la prochaine aux Eaux perdues.